patrimoine archéologique, historique, architectural de Loisan est d'une rare pauvreté. Qu'est-ce qu'on peut citer? La porte de Mons, la voie de Rochetaillé, la mine de Brande, qui date déjà du Moyen-Âge, et puis c'est à peu près tout. Les maisons fortes qui datent du Moyen-Âge sont à peine inventoriées et les quelques-unes que l'on connaît ne sont même pas entretenues. Les seuls monuments que l'on a dans Loisan qui sont correctement entretenus, ce sont les églises paroissiales qui datent toutes généralement du XIe ou XIIe siècle. Donc, quand je dis alors pourquoi est-ce qu'il est pauvre, ce patrimoine? C'est parce que la montagne était assez difficile. Le patrimoine à Grenoble est très riche, à Vienne encore plus, dans la vallée du Grésillan c'est riche, Loisan c'est pauvre. Donc si on a la chance d'avoir un site sur la commune du Fresnay, il faut essayer de le préserver. Il ne s'agit pas de faire des fouilles. Hein. Alors, ce site, est-ce qu'on en est sûr? Moi personnellement, je ne suis pas sûr du tout. Parce qu'on n'a aucun écrit, et je pense qu'on n'en aura jamais. Aucune fouille n'a été faite. Donc tant qu'on n'a pas fait des fouilles sérieuses, on ne peut pas être certain de l'origine de ce site. On essaie de situer. Alors surtout pour les gens du pays. Alors c'est une photo qui est prise par satellite. Celle-ci, si vous allez sur Google Earth, je vous conseille d'y aller parce que c'est extrêmement intéressant. Vous allez avoir, si vous cherchez un peu, vous allez trouver deux photos. Deux séries de photos, une qui date de 2003 et une qui date de 2009. L'intérêt de ces deux séries, c'est qu'il y en a une qui a été prise en hiver et l'autre qui a été prise pendant l'été. Donc c'est pour ça que vous aurez parfois des photos qui sont grises, c'est l'hiver, ou l'automne ou l'hiver, il y a la date, hein, comme d'habitude, et les autres qui sont plus vertes, donc tout est pris au printemps. Alors, vous reconnaissez bien, donc, là on est au col de Pluie, vous avez donc le chalet Chalvin au milieu, et ce qu'on appelle le camp des Forçats, vous le devinez assez facilement, vous voyez la forme qu'il a. On en reparlera plus en détail à la fin de ce qu'on va dire, et grosso modo, c'est grossièrement un rectangle, 300 mètres par 100 mètres, disons. La partie, je vais le fais voir autrement avec la souris, cette partie-là a été détruite en 1968 quand on a agrandi la route. Alors pendant qu'on est sur la photo, parce que j'en parlerai plus tard, et là on le voit très bien, là où il y a la flèche justement, c'est le petit chemin qui mène à la bergerie de Campalou. Vous verrez. On en parlera parce qu'il y a une chose d'intéressante qui se trouve sur la droite et qu'on ne voit pas sur cette photo. On peut regarder la deuxième photo, 2-3 photos. Intéressant à voir aussi, parce que j'en parlerai tout à l'heure, ce trait là, parfaitement rectiligne, qui est en face, c'est pas naturel. C'est un fossé. J'essaierai de donner une explication tout à l'heure, dont je ne suis pas sûr, mais c'est parfaitement rectiligne, et c'est un fossé qui fait pratiquement 2 mètres de large sur 50 cm de profondeur. C'est pas innocent. Et c'est peut-être le complément du camp romain qui était en face. Et là, on n'a pas l'habitude de le regarder, et par satellite, vous le voyez très bien. Voilà, là vous le voyez donc à une autre saison. Alors, quelque chose qui est intéressant sur cette photo-là, c'est que vous voyez c'est vert de partout, sauf que ça a été terrassé. Bon, là où c'était terrassé par la route, on comprend très bien pourquoi, mais à l'intérieur du camp, on se doute quand même pour qu'il y ait un endroit où il y ait ces couleurs blanches, c'est un signe quand même qu'il y a eu une activité particulière. Hein. Et la dernière photo du coin, là, voilà, c'est une photo que j'ai faite moi au mois de juin, où on voit très bien le mur. Voilà. Voilà pour la présentation du site. Alors, on va regarder cette photo. Pour traverser les Alpes, dès l'Antiquité, il y avait 3 passages principaux. Tu essaies de nous les faire voir. En partant du nord, le petit col du Petit Saint-Bernard, un peu plus à droite, un peu plus bas. Là, voilà, le col du Petit Saint-Bernard. Un peu plus bas, encore un peu plus bas, le col du Mont-Cenis, qui a été utilisé, on est à peu près sûr maintenant, par Hannibal, lorsqu'il a traversé les Alpes avec ses éléphants. Il n'est pas passé exactement par le Mont-Cenis, il est passé par un col qui se trouve à quelques centaines de mètres du Mont-Cenis, qui s'appelle le col du Clapier.
Et on continue à descendre vers Briançon, le col du Mont-Genèvre. Il est là. Alors, il y a également eu deux autres passages qui n'apparaissent pas sur cette carte. Un plus au nord, qui était le Grand Saint-Bernard, qui n'a été probablement pas utilisé par les Romains, mais a été utilisé plus tard, au Moyen-Âge en particulier et récemment. Et plus au sud, un col qu'on appelle le col de Tende, qui est carrément beaucoup plus au sud, qui a lui été également utilisé par les Romains. Voilà. Bon, hein. Alors parlons maintenant de la traversée des Alpes, plus en détail par les Romains. C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. La première fois que les Romains traversent les Alpes, c'est en 120-122 avant Jésus-Christ. C'est-à-dire ils viennent d'Italie et ils viennent vers la France. Ils ont été appelés par les Marseillais qui sont attaqués et ils vont défendre les Marseillais et ils passent par le col du Mont-Genèvre. Mais bien entendu, ils ne passent pas par Loisan. Ils vont descendre tout de suite sur Embrun, Gap et rejoindre par la Durance Arles et Marseille. Alors, en 70 avant Jésus-Christ, Pompée, le grand Pompée, le grand général, traverse les Alpes, au Mont-Genèvre également, avec 6 légions. 6 légions, c'est 36 000 soldats. C'est impressionnant. Et pour aller en Espagne, lutter contre un général qui s'appelait Sertorius, qui a fait sécession et qui a pris le contrôle de l'Espagne. Donc il traverse à ce moment-là avec 30 000 hommes, plus les troupes auxiliaires, plus les chars, vous vous rendez compte un peu le convoi. Il est passé donc par le Mont-Genèvre, il a pris la même route qu'avant, il est descendu sur Gap, etc. Il n'est pas du tout passé par Loisan non plus. Donc la voie de Loisan, ça n'existe pas à ce moment-là. Et on arrive, Jules César, il est nommé pour préparer la conquête de la Gaule en 58 avant Jésus-Christ. Il va lui falloir 8 ans à peu près, 7 à 8 ans, et il passe, lui, par Loisan. On en est sûr qu'il est passé au moins 2 fois par Loisan. Pour lui, c'est la guerre des Gaules, on voit qu'il est passé au moins 2 fois. Bien que le passage préféré de Jules César était le Petit Saint-Bernard. Il passait pour Loisan quand il voulait aller très rapidement rejoindre Vienne et ensuite aller en Auvergne pour lutter contre les Ardennes. Vienne est la ville importante à ce moment-là. Lyon n'existe pas encore pratiquement, c'est une bourgade. Ce n'est pas une ville importante, ce sera une ville qui deviendra importante beaucoup plus tard. À Lyon, la ville de Lyon? Ah oui. Elle n'existait pas encore? C'était Vienne, la ville importante, la cité romaine c'était Vienne, et Lyon n'a été créé qu'aux alentours après Jésus-Christ, au début du 1er siècle. Et à ce moment-là, Loisan n'est pas pacifié encore. On est à moins 50 avant Jésus-Christ, la Gaule est conquise, Loisan n'est pas pacifié. Il y a encore les Allobroges, qui sont dans la région de Vienne, les Ucénies, les Vaugondes qui sont plus au sud, etc., et qui ne sont pas pacifiés complètement. Il a fallu attendre environ moins 10, peut-être 10 avant Jésus-Christ, pour que sous le règne d'Auguste, à ce moment-là, Loisan soit totalement pacifié. Donc, en moins 10, on peut dire que Loisan, toute la région est pacifiée, et la voie qu'on appelle la voie romaine de Loisan, qui reliait Turin à Vienne, à ce moment-là, est mise en place, voie probablement 3, 4, 5 mètres de large, comme la plupart des voies romaines. C'est une voie principale. Et on pense que c'est à ce moment-là, vers moins 10 avant Jésus-Christ, que la porte de Bons, si elle est romaine, a dû être construite. Elle est taillée dans le rocher. On peut voir la photo, vous la voyez donc. Il n'y en a qu'une partie, il y en a une partie qui a été effondrée il y a très très longtemps. On voit donc par terre les traînées pour guider les roues des charrettes. L'espacement standard des véhicules romains, 1m38, classique. C'est un très joli travail, hein, c'est très bien fait. Ça fait à peu près 3 mètres et quelques hauteur. Voilà, ça c'est la voie de Rochetaillé, une voie qui est surélevée de 4 à 5 mètres par rapport à la plaine actuelle, avec un encorbellement. Photo récente, ça, hein, d'il y a quelques années. Et après, il y a une autre photo
voilà, qui date du début du siècle, 1910 à peu près. Vous voyez que le paysage était totalement dégagé, il n'y a pas du tout de forêt. Et on voit très bien, c'est à peu près pris du même endroit. Et on voit très bien à ce moment-là donc, comment était la voie. Excusez-moi. Pour quelle raison elle était surélevée? Parce que la plaine était inondée à l'époque? La plaine était inondée, peut-être même qu'à l'époque, le lac Saint-Laurent, qui est devenu très important en 1200, environ 1200, peut-être qu'à ce moment-là, on n'a aucun document écrit sur l'histoire de ce lac, si on veut, avant 1200. Donc peut-être que du temps des Romains, il y avait de l'eau. Peut-être que de toute façon, quoi qu'il arrive, s'il n'y avait pas de l'eau, c'était marécageux. Donc il fallait pouvoir passer. Alors, cette route, cette voie romaine qui passerait par Bons, Rochetaille, etc., est une voie